Salut Simon. Salut. Salut Simon, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Simon, on est là avec toi pour parler d'immunologie, pour parler de virus. Certains de nos auditeurs se diront peut-être qu'on est un peu en retard, mais on se disait qu'on allait profiter que l'essentiel de la crise soit passé pour parler à tête reposée de ce que sont les virus, comment fonctionne le système immunitaire, comment fonctionnent les vaccins. Et à l'issue de cette conversation, du coup, on aura résolu toutes les polémiques. Oui, bien sûr. Et tout l'internet personne ne dira de bêtises, ça sera clair comme l'eau de roche. Tout internet sera d'accord. Cool. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu peux nous expliquer en quelques mots qui tu es et quelle est ton expérience avec les virus? Oui, alors je suis biologiste moléculaire de formation. En fait, j'ai fait une thèse de doctorat au Québec il y a des années de ça maintenant. Je vieillis, malheureusement. En dystrophie musculaire où on faisait de la thérapie génique ex vivo et bon, on pourra peut-être que ça viendra sur le plancher, mais la façon dont on fait de la thérapie génique aujourd'hui dans beaucoup de situations, on utilise des virus pour faire ça. En fait, les virus sont un bon méthode pour aller injecter du matériel génétique à l'intérieur de cellules. Donc, on utilisait ce genre de vecteurs virulents pour faire de la thérapie génique pour la dystrophie musculaire, là où je faisais ma thèse. Et je suis venu donc travailler ici dans un laboratoire qui faisait un mélange justement de vectorologie et de virologie, qui était à l'EPFL. Et ensuite de ça, j'ai travaillé dans d'autres laboratoires de virologie et d'immunologie par la suite, avant de finir en travaillant un peu dans le métabolisme. Et ça, c'est un peu une espèce de chemin de travers en quelque sorte. Mais sinon, voilà mon background. Donc, ok, donc tu as une vague notion de je comment sais à ça peu fonctionne. près ce que c'est un virus. Bon, J'en ai justement. fait pousser pendant des années dans des laboratoires. J'ai beaucoup travaillé avec des virus. En fait, essentiellement avec HIV. Donc, c'était mon virus de prédilection, mon préféré. Oui, donc j'ai travaillé en virologie, surtout sur HIV, grosso modo. Alors, déjà, pour prendre la base de la base, c'est quoi un virus? Qu'est-ce Ouais. qui connecte tous les virus? C'est un peu compliqué d'expliquer ce que c'est un virus si on n'explique pas au préalable qu'est-ce que c'est qu'une cellule, parce qu'un virus, c'est en quelque sorte... Explique ce que c'est. C'est en quelque sorte un parasite moléculaire, en quelque sorte. Alors, une cellule, si on veut faire une espèce de métaphore par rapport à explicative sur comment est-ce que fonctionne une cellule, disons que ce serait un peu comme si on compare ça à une maison, on aurait à l'intérieur de la maison une pièce dans laquelle on a rangé tout un paquet de livres. Cette pièce-là, on l'appelle le noyau à l'intérieur de la cellule, et les livres, en fait, c'est l'ADN, c'est le code génétique qui est à l'intérieur de la cellule. Alors, chacune de nos cellules a exactement la même pièce avec les mêmes livres à l'intérieur. Et tous ces livres-là vont coder pour toutes les protéines, en fait, qui vont être à l'intérieur de la cellule. Donc, alors évidemment, ça, c'est une définition très restrictive de ce que c'est un gène. Mais une des toutes premières définitions effectives de ce qu'était un gène, c'était un segment d'ADN qui permet de coder pour une protéine. Donc, on a à l'intérieur du noyau de la cellule, on a le matériel génétique et ce qui va faire des choses à l'intérieur de la cellule, ce qui va être effectif, ça va être les protéines. Donc, l'ADN contrôlant comment les protéines sont produites va contrôler qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de la cellule. Donc, on va avoir un gène pour une protéine très spécifique qui va s'activer et qui va mener à la production d'une protéine. Et une fois qu'on a la protéine, l'activité que cette protéine-là va faire va apparaître. Donc, on a toute une série de fonctions différentes que les protéines peuvent faire. Les plus classiques, ça serait comme une enzyme. Par exemple, toutes les enzymes sont des protéines. Donc, une enzyme, ça va contrôler une réaction chimique. Ça va permettre de prendre un lipide X et de le transformer en un lipide Y. Ou on va avoir d'autres protéines qui vont être structurelles. Comme par exemple, il y a l'actine, les microtubules qui vont donner le squelette de la cellule, qui vont permettre de sculpter sa forme ou de déterminer dans quelle direction est-ce que la cellule va se déplacer. Donc, la véritable molécule qui agit, c'est toujours la protéine. Et comment la protéine est produite, ça dépend de l'ADN, donc des livres qui sont à l'intérieur de la bibliothèque, de l'information génétique qui est à l'intérieur de la bibliothèque. Attends, juste pour être sûr de bien comprendre, Oui. Du coup, ça veut dire que toutes les différences, la différence entre la couleur des yeux ou entre le fait que un animal a des poils ou pas, ça va être vraiment... Fondamentalement, c'est des cellules qui expriment ou non, qui font ou non certaines protéines. En dernière analyse, oui, ça va finir par être ça en cause primaire. Dans tout ce qu'on appelle tout ce qu'on va dire qui est une différence génétique,
C'est strictement ça, en fait. En cause première, ça veut dire que soit le gène est exprimé ou pas, soit il est muté, c'est-à-dire qu'il y a une modification du texte à l'intérieur de ce gène-là, qui va faire en sorte que la protéine qui va en résulter va être soit défectueuse ou différente de ce qu'elle était au départ. Ben, je veux dire, tout simplement, c'est un plan de construction pour faire une protéine. Si on déplace le mur sur le plan de construction, ben le mur, il va être à un autre endroit lorsqu'on va faire la maison. C'est exactement le même principe. Alors là, c'est des acides aminés. En fait, une protéine, c'est constitué d'une chaîne d'acides aminés. Si on change l'ADN, on va changer l'acide aminé exact qui va être placé à l'intérieur de la chaîne et ça va donner une autre protéine. Une autre protéine, il faut s'entendre, dans bien des cas, les petites mutations comme ça ne vont pas nécessairement changer grand-chose. Mais par exemple, la couleur des yeux, c'est la présence ou l'absence d'une protéine. C'est la mélanine qui est à l'intérieur de notre iris qui détermine qu'on a les yeux bleus ou pas. Le poil, ce genre de choses, la couleur du poil, par exemple, il y a toute une série de gènes qui vont être impliqués là-dedans. Couleur de la peau, c'est toute une série de gènes qui sont impliqués là-dedans de façon assez directe. Maintenant, après, je veux dire, il n'y a rien qui t'empêche de faire comme Michael Jackson et d'avoir une couleur de peau complètement différente. Mais ça, c'est quelque chose que toi, tu imposes à ton corps, mais dans la mesure où ça vient de la biologie, en dernière analyse, ça va nécessairement venir des gènes. Ok. Et du coup, on en arrive au virus. Bon, alors, je vais quand même juste établir encore une dernière chose, parce que c'est juste pour être... parce qu'après, pour expliquer tout le reste après, ça va rendre les choses beaucoup plus simples si on établit bien la base de comment fonctionne ce qu'on appelle la biologie moléculaire, en fait. Alors, on a des gènes qui vont mener à la production d'une protéine. Pour qu'un gène... Alors, entre mes cellules de mon foie, les cellules de mon cerveau, les cellules de ma peau, tous les types de cellules qu'il y a dans mon corps, elles ont toutes exactement le même patrimoine génétique. Mais les cellules sont différentes, elles vont accomplir différentes fonctions parce qu'elles ne vont pas exprimer les mêmes gènes. Alors, les gènes sont à l'intérieur de la cellule, mais ils ne sont pas exprimés. Et qu'est-ce qu'on entend par exprimer ou pas exprimer? C'est-à-dire qu'ils vont s'activer et mener à la production d'une protéine. Quand un gène est activé et va mener à la production d'une protéine, on dit qu'il va être transcrit. On prend le texte de l'ADN, et c'est vraiment un texte, et on le transcrit à une molécule intermédiaire. On fait une photocopie, en quelque sorte, du texte, qui s'appelle ARN messager. Et l'ARN messager est l'intermédiaire entre l'ADN et la protéine. Alors, on dit, première étape, transcription, on fait un ARN messager. Et ensuite de ça, l'ARN messager va sortir du noyau et il va être traduit. Il va être transformé en protéine. Donc, il y a ce qu'on appelle un organelle, un organite, un petit organe de la cellule qui s'appelle le ribosome, qui va prendre l'ARN et qui va le traduire en langage protéine. Donc, il va prendre les acides aminés qu'il faut et il va monter la protéine à partir de ça. Donc, ça, c'est juste pour la suite complète. Ça, c'est ce qu'on appelle le dogme fondamental de la biologie moléculaire. Donc, de l'ADN à l'ARN, de l'ARN à la protéine. C'est la direction que l'information suit. Alors, ce qu'un virus va faire, en fait, c'est qu'il va utiliser cette machinerie-là à l'intérieur de la cellule. Donc, un virus, c'est une version hyper simplifiée d'une cellule. Mais même pas vraiment d'une cellule, même pas d'une cellule, en fait. Parce que le virus, il va simplement être capable d'aller injecter à l'intérieur d'une cellule qui a toute la machinerie pour faire tout ça, le nombre strictement minimal possible de gènes viraux qui va forcer la cellule à reproduire des virus, à répliquer des particules virales, et ensuite de ça, à sortir de la cellule. Alors, à la différence d'une bactérie, par exemple, une bactérie, c'est un peu comme une cellule, en fait. Ça a un ADN, ça fait ses propres ribosomes, par exemple, qui vont permettre de faire les protéines. Ça fait tout son métabolisme lui-même, donc ça va transformer ses lipides, ça va brûler son glucose pour extirper de l'énergie. Ça va faire tout son métabolisme lui-même. Un virus fait absolument rien de tout ça. Un virus, c'est simplement un parasite. Il va rentrer dans la cellule, injecter son patrimoine génétique à l'intérieur de la cellule, et son patrimoine génétique va dire à la cellule, maintenant tu fais des virus. Et tu disais avant que pas tout l'ADN de chaque cellule était exprimé. Oui. Le virus arrive à faire en sorte que que l'ADN qu'il injecte soit exprimé? Oui, évidemment, sinon ça serait pas très très efficace. Mais alors, il faut dire qu'il y a des virus qui ont un génome en ARN, par exemple. Donc, il faut quand même le dire. Par exemple, le coronavirus, c'est un virus ARN. Donc, au lieu d'utiliser le livre original, il utilise le matériel des photocopies. Mais essentiellement, c'est le même principe. Lui, en fait, étant donné qu'il utilise l'ARN directement, il n'a même pas besoin d'être transcrit. Donc, il va être directement traduit en protéines à la seconde où il va rentrer à l'intérieur de la cellule. Contrairement à un virus à ADN qui, lui, va devoir être transcrit. Donc, il va devoir mener à une activité de transcription. Mais les virus, évidemment, contrôlent ce mécanisme-là, en fait. Ils ont une séquence qu'on appelle un promoteur, en fait, qui va leur permettre d'être transcrits à l'intérieur de la cellule qu'ils vont avoir infectée. Mais du coup,
Pardon, vas-y. Oui, excuse. Moi, je crois que je suis un petit peu largué. Alors, Oui. Au début, tu as utilisé la métaphore d'une maison Oui. pour décrire une cellule. Cette maison, c'est une bibliothèque peut-être, qui est remplie de livres. Hein, c'est ça. C'est le noyau de la cellule. Voilà, en fait. c'est le noyau de la cellule. Différentes cellules dans différentes parties du corps, des cellules différentes dans les yeux, dans la peau, sur les organes internes, on peut imaginer, etc. J'ai pas très bien compris ce qui détermine, ce qui distingue après ces cellules au niveau fonctionnel par rapport aux gènes qui vont être exprimés. Parce que j'ai bien compris que tous les gènes, enfin, dans tout type de cellules, les gènes présents dans le noyau sont les mêmes. C'est tout le patrimoine génétique de l'être vivant en question, on va dire. Mais qu'est-ce qui fait que certains gènes s'expriment plutôt que d'autres, dépendamment de l'emplacement des cellules correspondantes dans telle ou telle partie du corps? On peut rentrer dans des trucs extrêmement compliqués là-dedans, d'accord? Il faut quand même restons au plus simple. Alors, à l'intérieur du noyau même, il y a des protéines qu'on appelle les facteurs de transcription. Et alors, il faut comprendre à quel point tout ceci est complètement circulaire dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on peut se demander où est l'œuf, où est la poule. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on a des facteurs de transcription qui vont les déterminer quels gènes sont exprimés et quels gènes ne seront pas exprimés à l'intérieur de la cellule. Pendant le développement embryonnaire, on démarre avec une cellule qui, techniquement, a la possibilité de donner tous les types cellulaires qui vont donner l'organisme adulte. La cellule se divise, elle se divise, elle se divise, et au fur et à mesure qu'elle va proliférer, certaines cellules vont commencer à se diriger vers une spécification, vers une spécialisation, en fait. Et là, à ce moment-là, il va y avoir des programmes transcriptionnels qui vont se mettre en place. Alors, comment est-ce que tout ça est déterminé? C'est des sujets sur lesquels on peut passer 8 heures. D'accord. Si tu veux. Mais en gros, il y a toutes sortes de phénomènes à l'intérieur du noyau des cellules qui va faire, on appelle ça de l'épigénétique, en fait, qui va en gros déterminer quelle séquence d'ADN est disponible pour être transcrite et quelle séquence est non disponible pour être transcrite. Et donc, il y a des parties qui vont être cachées. C'est comme si on planquait des livres à l'intérieur de la pièce, en fait. Et on en laisse d'autres disponibles. On en met d'autres en évidence à l'intérieur de la pièce. Et donc, et c'est comme ça que comment je dirais ça, voyons, il y a un terme pour ça. Mais en gros, comment est-ce que tout le programme transcriptionnel d'une cellule va être déterminé? Alors, il faut dire que dans une cellule, on a environ 30 000 gènes qui codent pour des protéines. Pour maintenir une cellule en vie, il en faut à peu près 10 000. Donc, toutes les cellules expriment à peu près 10 000 gènes de base, en fait. On appelle ça les housekeeping genes, les gènes qui maintiennent la baraque en place. Puis par-dessus ça, il va s'additionner 1000, 2000 gènes. Bon, ça dépend évidemment des types cellulaires qu'on va regarder. Mais par exemple, si on est un neurone, on a besoin de faire un neurotransmetteur. Le neurotransmetteur, en général, c'est même pas une protéine, c'est un métabolite. Donc, il va falloir faire toutes les enzymes qui vont permettre de produire ce neurotransmetteur-là. Donc, ça va être 5, 6 gènes juste pour faire le neurotransmetteur, juste pour démarrer la chaîne métabolique qui va mener à ça. Après, il y aura des récepteurs, toutes sortes de choses très spécifiques. Mais ça va être déterminé par des facteurs de transcription, en fait, qui vont être dans le noyau et qui vont aller effectuer, en quelque sorte, cette espèce de... ce petite magie noire-là, en fait. Okay. Merci. Ouais, c'est plus clair. Et les virus, eux, tout simplement, ils vont s'incorporer à l'intérieur de ça. Donc, ils vont avoir un type cellulaire qu'ils vont préférer. Ils vont aller injecter leur matériel génétique à l'intérieur de cette cellule-là, et la cellule va se mettre tout simplement à produire les protéines virales parce qu'ils ont injecté leur matériel génétique. Et puis en fin de cycle, ou dans certains cas, au fur et à mesure du cycle, parce que les virus, ils peuvent être très différents les uns des autres, là, mais en général, à un moment donné, ils vont aussi répliquer leur génome, donc répliquer leur ADN ou leur ARN. Alors, tout dépendant des types de virus, les mécanismes peuvent être très différents. Mais, par exemple, un virus à ARN va avoir un gros problème pour répliquer son ARN parce qu'il n'y a pas de machinerie à l'intérieur de la cellule pour copier de l'ARN à partir d'un ARN. Donc, on copie de l'ARN à partir d'un ADN. Donc, on appelait ça la transcription. Quand une cellule se divise, elle doit recopier tout son ADN pour laisser 2 copies dans les 2 cellules filles. Donc, il y a déjà une machinerie en place pour recopier de l'ADN à partir de l'ADN. Donc, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de machinerie dans la cellule pour faire de l'ARN à partir de l'ARN. Et donc, le virus doit arriver avec sa machinerie pour le faire. Et ce qui va être le cas, par exemple, du coronavirus, qui va arriver avec sa machinerie pour pouvoir arriver à répliquer son génome. Mais pour le coup, il n'insère pas son ADN dans notre ADN. Donc finalement, on peut se dire qu'il est plus respectueux de la bibliothèque. On peut le voir comme ça. Ouais. Le plus sauvage pour ça serait probablement HIV, parce que HIV, c'est un virus d'ARN qui rentre à l'intérieur de la cellule, qui a une enzyme très spéciale qui va dans le sens contraire du dogme de la biologie moléculaire que je disais tout à l'heure. Donc, c'est une enzyme qui s'appelle la reverse transcriptase, qui va prendre son génome d'ARN et qui va le transformer en ADN. Donc, ça va dans le sens contraire du dogme, où je disais tout à l'heure, de l'ADN à l'ARN, de l'ARN à la protéine. Bien, on passe de l'ARN à l'ADN. Et ensuite de ça, cet ADN-là va être intégré à l'intérieur du génome de la cellule.
Donc, non seulement il va se retrouver dans le noyau, mais il va même être il va être relié dans le bouquin en plein milieu entre deux chapitres, en fait, à quelque part. Il va carrément rentrer à l'intérieur d'un autre bouquin, en fait. Et une fois en place là, il va être transcrit. Et comme il va être transcrit en ARN, donc on fait de l'ARN parce qu'on fait de la transcription, ben c'est cet ARN-là qui va être réinséré à l'intérieur des copies du virus après. Et donc, c'est la stratégie que les rétrovirus, toute la famille dans laquelle HIV appartient, vont employer, en fait. Mais attends, alors du coup, tu disais, le virus, quand il insère son ADN, il va coder pour une protéine, et ensuite, il va aussi vouloir se répliquer. En fait, il faut y aller par étapes. Il commence par insérer son génome. Après ça, il va vouloir... en fait, encore une fois, tous les virus vont avoir des cycles qui vont varier. Mais on peut le présenter comme ça grossièrement. Dans un premier temps, on veut faire des protéines virales. Donc, on veut faire... En fait, disons qu'une maison serait une cellule. Un virus, ça aurait peut-être la taille d'un verre comme ça, à peu près. C'est minuscule, c'est tout petit. Par contre, le verre, il est fait en quelque chose. Il va nécessairement contenir des protéines à quelque part. Donc, ces protéines-là doivent être produites. Donc, le strict minimum qu'un virus a besoin de faire, c'est de faire ces protéines-là. Et de faire, donc, il va faire ces protéines-là. Et ensuite de ça, il faut mettre des génomes à l'intérieur on appelle ça une particule virale ou une capside. La capside, c'est vraiment la coque de protéines. Et donc, il va devoir faire ces protéines-là et il va devoir faire le génome à mettre dedans. Et donc, ça, c'est sa seule responsabilité, en quelque sorte. C'est tout ce qu'il a besoin de faire d'un point de vue strictement minimal. Et donc, il va faire les protéines, et il va faire les génomes, et il va les assembler. Et ça, à un moment donné, ça va finir par tuer la cellule, et c'est ce qui donne une infection virale. Il va les assembler, les laisser sortir, et ensuite de ça, aller commencer à infecter d'autres cellules. Alors, ouais, j'allais demander pourquoi ce processus-là, il causait les symptômes, les différents symptômes que les maladies virales font. C'est la création du virus qui endommage la cellule. La production de virus va tuer les cellules dans la très très grosse majorité des infections virales. Pas nécessairement. Est-ce qu'il y en a certaines qui peuvent... En fait, probablement qu'un virus pourrait être gentil et ne pas le faire. Je dois avouer que j'ai pas de souvenir d'en avoir vu un qui butait pas carrément la cellule. Mais c'est pas inimaginable. Maintenant, en général, le virus s'en fout pas mal de maintenir la cellule en vie. Donc, il va juste produire le plus possible de particules virales et aller poursuivre l'infection. Maintenant, beaucoup de symptômes, tout dépendant des virus, une grosse partie des symptômes peuvent venir justement, alors ça va nous faire un petit segue, peuvent venir de la réaction immune à l'infection virale. Parce que le système immunitaire va reconnaître qu'il est en train de se faire envahir et il va réagir et lancer des contre-mesures. Et une partie de ces contre-mesures-là du système immunitaire vont présenter des symptômes, en fait. Donc, c'est une partie des symptômes qu'on va observer. Mais si on prend, je reviens au sida, là, HIV, si on ne l'arrête pas, il va juste détruire tout le système immunitaire. Il va éliminer toutes les cellules T du système immunitaire. Donc, même s'il n'y avait pas de symptômes de ça, il finirait par avoir des problèmes. Donc, idéalement, le système immunitaire veut se débarrasser de l'envahisseur. Pour faire ça, il va lancer des contre-mesures. Et les contre-mesures vont avoir des effets, à l'intérieur du système. Magnifique segue. Comment fonctionne le système immunitaire? Ouais. Alors, le système immunitaire, là-dedans, lui, il va fonctionner de deux façons principales. En fait, il y a ce qu'on appelle le système immunitaire inné et le système immunitaire acquis. La première chose qui va réagir, en général, ça va être... disons que c'est une nouvelle infection qui arrive. La première chose qui va s'activer, ça va être le système immunitaire inné. Alors, on l'appelle inné parce qu'il est pas spécifique à un virus ou à une bactérie en particulier. C'est simplement le corps réalise qu'il se passe quelque chose qui ne va pas, en fait. Donc, comment je dirais ça? C'est plus simple à comprendre dans le cadre d'une bactérie. Par exemple, une bactérie a à sa surface une paroi qui est faite d'une catégorie de lipides un peu spéciale, qu'on appelle des protéoglycans ou des lipopolysaccharides. Donc, c'est des mots de jargon. On s'en fout, croyez-moi. Nous, on n'en fait pas de ces molécules-là. Nous, les êtres humains, on n'en fait pas. Donc, si le système immunitaire envoie, c'est parce qu'il y a une bactérie à quelque part dans le coin. Donc, il n'y a pas besoin de savoir c'est quelle sorte de bactérie, ça n'a pas besoin d'être spécifique. C'est des molécules qui ne sont pas typiques de nous, mais qui sont typiques d'une infection virale, donc qui va s'activer. Ça, c'est toute une voie qui est de signalisation, on dit. C'est-à-dire que à l'intérieur des cellules, il y a ce qu'on appelle des toll-like receptors, des récepteurs qui vont aller s'activer lorsqu'ils vont rencontrer certains schémas moléculaires qui ne sont pas censés être présents à l'intérieur de la cellule. Il n'est pas censé avoir d'ARN double brin. Alors, je sais, c'est encore une fois, c'est du jargon, mais il n'est pas censé en avoir. S'il y en a, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc, ça, c'est une drôle de situation, en fait. Donc, ça, le système immunitaire va le détecter. Même pas le système immunitaire, en fait, toutes les cellules peuvent le détecter. Si une cellule réalise qu'elle a en elle des molécules qui sont pas censées être là, ça va activer ce qu'on appelle la réponse immune innée. Et la réponse immune innée, elle va commencer, elle va mener à la libération de ce qu'on appelle des cytokines, en fait. Donc, les cytokines, c'est des protéines, mais qui sont des hormones, en quelque sorte. Donc, c'est des messagers inflammatoires, en quelque sorte. Donc, ça va être des molécules qui vont aller indiquer aux cellules qui sont autour que, attention, ici, il se passe quelque chose de bizarre. Il y a probablement une infection ici, il y a probablement quelque chose qui ne va pas. Il faut se méfier de ce qui se passe ici. Le plus typique de ça, ce serait l'interféron gamma, probablement, qui est par exemple, si on a une tonne d'ARN double brin, alors la molécule ésotérique dont je parlais, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est, mais si on fout une tonne d'ARN double brin à l'intérieur dans un tissu, on va mener à la production d'interféron gamma. Ou l'hépatite C, par exemple, mène à beaucoup d'interféron gamma. La première chose que l'interféron gamma va causer comme réaction, c'est qu'il va faire diminuer la production de protéines dans toutes les cellules dans la région autour. Alors, s'il y a un virus qui est en train de m'infecter, si moi je suis une cellule que je suis infecté par un virus, ça veut dire que je suis en train de faire des protéines virales. Alors, si je fais moins de protéines virales, ça diminue le problème potentiel que ça pourrait causer, en fait. Donc, l'interféron gamma est sécrété par le corps pour diminuer en fait, c'est une réponse immune automatique qui va juste comme essayer de maintenir de façon la plus stagnante possible la situation de la région, de l'endroit où on a détecté quelque chose de spécial et qui est en train d'arriver. Et puis par-dessus ça, ces cytokines inflammatoires-là, notamment l'interleukine 1 est probablement le plus classique, mais bon, il va y avoir toutes sortes de messagers chimiques qui vont pouvoir apparaître et ça va activer donc la réponse immune dans le coin. Donc il va y avoir par exemple les macrophages qui sont les cellules qui vont bouffer littéralement les bactéries notamment. Les bactéries vont se faire bouffer directement par les macrophages. Mais pour les virus, par exemple, ils vont pas aller bouffer des virus, ces macrophages, en fait. Donc, il va falloir probablement faire lever une réponse immune acquise, des anticorps, en gros. Et donc, ça va être comme le deuxième pendant qui va arriver pendant la réponse immune. Donc, au début, on a la réponse innée. Donc, il y a des cytokines inflammatoires qui arrivent. Et à l'intérieur de tous les tissus, à l'intérieur de tous les endroits où il y a des cellules, il va y avoir des cellules qui sont dispersées là-dedans, qui sont des espèces de sentinelles, qui sont là, dormantes et qui attendent qu'il se passe quelque chose. Ces cellules-là, on les appelle les cellules présentatrices d'antigènes. Alors, encore une fois, merveilleux le beau jargon ici. Mais on les appelle cellules présentatrices d'antigènes. Et donc, ces cellules-là, leur fonction, ça va être de présenter des antigènes, croyez-le ou non, au système immunitaire. Et là, c'est la partie qui va devenir un petit peu plus compliquée, je vous préviens. Okay? Parce que là, il va falloir faire des anticorps à partir de ça, en fait. Donc, la cellule présentatrice d'antigènes, elle va prendre tout ce qui traîne dans le coin. Donc, imaginons qu'il y a une infection virale, il y a probablement des cellules qui sont mortes. Donc, il y a des débris à ramasser. Elle va passer l'aspirateur là-dessus. Elle va tout digérer, qu'est-ce qu'elle va trouver. Elle va couper ça en petits morceaux et elle va présenter des bouts de protéines comme ça à la surface de la cellule. En général, il y en a même qui vont aller dans les ganglions lymphatiques. Vous savez, les fameux ganglions. Alors, en gros, quand on a une infection, on a une réponse immune qui arrive et donc les ganglions qui sont en quelque sorte des postes de police, en quelque sorte, vont s'activer aussi. Et les cellules présentatrices d'antigènes, les lymphocytes, les globules blancs, toute une série de classes de globules blancs, vont aller se concentrer dans les ganglions lymphatiques parce que c'est là que le gros du développement de la réponse immune va se faire, en fait. C'est pour ça qu'ils gonflent. Alors, c'est même pas le virus qui fait gonfler ou la bactérie qui fait gonfler nos ganglions, c'est nous qui le faisons tout seul, en fait. On fait ça parce qu'on est en train de préparer la réponse immune. Et là, comment est-ce que, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que je dois complètement expliquer comment on fait les anticorps, parce que ça, c'est un petit peu plus élaboré. Mais, en gros, on produit, alors, je vais parler de lymphocytes et d'anticorps pour commencer. Puis après, je vais séparer les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, qu'est-ce que c'est les lymphocytes, déjà? C'est une classe de globules blancs, en fait. Donc, et que font les globules blancs? C'est les intermédiaires du système immunitaire. C'est les cellules du système immunitaire qui sont circulantes ou à l'intérieur du tissu, à l'intérieur de notre corps.
Alors, on a plusieurs sortes de globules blancs, là, soit dit en passant, donc je peux peut-être expliquer un petit peu plus ça. En gros, on a de la moelle osseuse, et dans notre moelle, on a des cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules-là vont prolifèrent constamment et recrachent des cellules qui vont se spécialiser pour donner des globules rouges, essentiellement, et toute la lignée globules blancs, pour le dire simplement. Et là, il va y avoir plusieurs sous-classes de globules blancs, ce qu'on appelle les globules blancs, en fait, qui sont toutes plus ou moins liées au système immunitaire, en gros. Il va y avoir les cellules NK, les lymphocytes A, les lymphocytes B, les lymphocytes T, il va y avoir les basophiles, les neutrophiles, il y en a tout un paquet, ok? Mais ils ont toutes des petites fonctions un peu spécifiques. Pour ce qui est de la réponse immune à une infection virale, le plus important à comprendre, c'est les lymphocytes T et les lymphocytes B. Mais on peut commencer peut-être simplement en parlant de lymphocytes, et puis après, on pourra voir la différence spécifique qu'il y a entre les lymphocytes T et les lymphocytes B. Les lymphocytes sont produits à l'intérieur de la moelle osseuse et sont mis en circulation ensuite. Ils sont mis en circulation sous une forme non mature, en fait. On dit qu'ils ne sont pas encore matures, donc ils ne sont pas actifs. Ils ne peuvent pas se faire activer, ils ne peuvent pas absolument faire quoi que ce soit de spécial. Mais ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'eux, ils ont un événement. Alors, je disais que toutes les cellules de notre corps avaient exactement le même ADN. Il y a une seule exception, c'est les lymphocytes. Parce que les lymphocytes font un événement de recombinaison génétique un peu bizarroïde qui va leur permettre de maturer. Et dans cet événement de recombinaison génétique bizarroïde-là, ils vont au hasard créer un anticorps. Alors, j'explique un petit peu plus précisément. Un anticorps, c'est toujours grosso modo la même chose. C'est une espèce de molécule en Y, hein, vous avez probablement déjà vu cette représentation-là, en fait. C'est une molécule qui est en forme d'Y. Les deux extrémités des deux petites têtes en haut du Y sont des régions qu'on appelle les régions hypervariables. Ces régions-là, elles sont le fruit d'une recombinaison aléatoire qui a lieu à l'intérieur de l'ADN de ces cellules-là. Et donc, chaque lymphocyte qui sort de la moelle est le fruit d'un événement de recombinaison unique, spécifique à ce lymphocyte-là. Et il est fait au hasard. Et donc, le petit bout de la région hypervariable est complètement aléatoire. On n'a aucune idée de ce qui va être à l'intérieur de ce petit bout-là de l'anticorps. Par contre, ce petit bout-là de l'anticorps va être capable ou pas d'aller interagir, d'aller se coller et de reconnaître une autre protéine, un autre bout de protéine. Et donc, on va créer au hasard, en sachant absolument pas contre quoi est-ce qu'ils sont destinés à servir, on les crée, on en crache des millions à l'intérieur du système. Donc on crée des anticorps qui vont, comme ils sont créés aléatoirement, ils vont se fixer sur tout. Donc on va faire Ils pourraient potentiellement se fixer sur tout. Donc on fait un système immunitaire qui pourrait nous détruire de A à Z dans une fraction de seconde au départ. Mais ils ne sont pas actifs. Donc, ils ne produisent pas encore d'anticorps, en fait. Ce qui va être fait, c'est que les cellules vont ensuite se migrer dans un organe de notre corps qui s'appelle le thymus. Et dans le thymus, on va faire ce qu'on appelle la sélection négative. On va aller éliminer tous les lymphocytes qui réagissent contre les protéines du soi. Parce que comme ça a été fait au hasard, comme tu viens de le souligner, c'est tout à fait possible qu'il y en ait un quelque part là-dedans qui réagisse contre nous, qui réagisse contre une de nos protéines. Et là, ça aura un effet désastreux par la suite. Donc, on produit de l'aléatoire et on élimine tout ce qui sera emmerdant après. Donc, il va y avoir tout le processus de sélection négative qui va se faire à l'intérieur du thymus. Et une fois que, de 1, le lymphocyte a fait sa recombinaison et il est capable de faire un anticorps, et que, de 2, il ne réagit pas contre des protéines qui sont présentées dans le thymus, là, il va pouvoir être pleinement mature et être relâché dans la circulation en étant potentiellement activable et potentiellement capable de commencer son processus. Et du coup, là, l'hypothèse est que s'il réagit avec quelque chose, il réagira sur un corps étranger. Oui. Alors, en fait, l'expression qui est prise, j'aurais dû l'utiliser, là, on dit le soi et le non-soi, en fait. C'est comme ça qu'en immunologie, on considère ces expressions-là. On élimine tout ce qui réagit contre le soi. Et puis ensuite de ça, on permet l'activation contre du non-soi, contre quelque chose qui arrive de l'extérieur. Ça fait très freudien. Oui. Pour le sursoi. Le sursoi. Mais moi, j'ai une petite question, parce que c'est vrai que je suis encore un peu dépassé par tout ça. Il y a beaucoup de jargon et beaucoup de notions nouvelles. Qu'est-ce qui se passe quand j'attrape un rhume? Voilà, entre le moment où je commence à éternuer et le moment où les symptômes se dissipent? On va dire ça prend, je sais pas, peut-être une dizaine de jours. Est-ce que on peut simplifier les explications que tu as données pour les appliquer à ce scénario que tout le monde connaît? C'est exactement vers là que je m'en vais en quelque sorte. Là, on est arrivé au stade où on va bientôt avoir des lymphocytes T et des lymphocytes B qui sont actifs et qui sont donc capables d'aller se débarrasser de l'infection.
Puis après, je pourrais tout simplement récapituler ça. Vas-y, Parce qu'on y était presque. Moi, j'ai besoin. J'ai l'impression d'avoir expliqué le plus compliqué, mais de très loin, là, en fait. J'ai aussi l'impression. Enfin, j'espère que tu as expliqué le plus compliqué. C'est de très loin le plus compliqué, en fait, ce que je viens d'expliquer. En fait, là, en gros, on a créé des anticorps qui vont potentiellement pouvoir réagir contre n'importe quoi qu'on ne connaît pas encore. Donc là, en ce moment, on a un paquet de lymphocytes qui se baladent dans notre corps. Ils n'ont pas de cible. Ils ont jamais rencontré leur cible, donc en fait, ils flottent. On dit qu'ils sont naïfs, en fait. Le terme, c'est lymphocyte naïf. Et là, ils vont arriver à l'intérieur du ganglion parce que, par exemple, tu viens tout juste de commencer ton rhume. Et puis, disons que et donc, il y a tes cellules présentatrices d'antigènes dans ta trachée se sont activées. Ils ont été ramassés de la bouffe. Ils ont été ramassés les débris qui traînaient. Et ils se sont pointés dans tes 2 ganglions qui sont ici. Et là, disons, imaginons, je sais pas, pour un rhume, ça pourrait être un coronavirus, tu vois, parce que les coronavirus, depuis longtemps, on sait qu'ils peuvent créer des rhumes. Donc, les protéines de ce virus-là vont être, en quelque sorte, présentées au système immunitaire. Ils vont être présentées aux lymphocytes T, aux lymphocytes B qui circulent. Et si jamais il y a un lymphocyte qui reconnaît ce bout de protéine-là, il va s'activer. Et là, c'est la fête. Parce que là, le lymphocyte, une fois qu'il s'est activé, il sait maintenant qu'il y a une infection en cours, de 1, que son anticorps que lui, il produit potentiellement pourrait permettre d'aller neutraliser cette infection-là, donc il va proliférer. Parce qu'une cellule qui produit des anticorps, c'est pas exactement aussi performant que ça. Il va donc se mettre à proliférer, il va émettre des anticorps qui vont commencer à circuler à l'intérieur du corps. Les cellules vont se mettre aussi à proliférer, et donc, éventuellement, ils vont se remettre en circulation dans la circulation sanguine, ils vont reconnaître l'endroit où l'infection a lieu. Là, je vais vous passer les détails de comment est-ce que ça s'est fait. C'est très beau, c'est très chouette, mais bon, on va éviter ça. Mais en gros, il y a une façon de signaler à l'intérieur des vaisseaux sanguins, ici, il y a une infection qui a lieu. Donc, les lymphocytes vont être attirés à aller activer, vont être attirés à l'intérieur de cette région-là, et ils vont aller travailler pour aller éliminer l'infection virale qu'il y a lieu sur place à ce moment-là. Et donc, ça va prendre un certain temps, parce que comme je disais, disons qu'on a une cellule qui réagit contre une protéine virale. Cette cellule-là, elle est toute seule. Elle ne fait pas grand-chose, donc elle va proliférer. Alors, une cellule eucaryote, une cellule humaine, ça peut mettre 24 heures, 18-24 heures à doubler à chaque fois. Donc, au bout de 24 heures, on en a 2. Au bout de 48 heures, on en a 4, et ainsi de suite. Donc, faire grimper la réponse immune, ça va prendre un certain temps, en fait. Et donc, ça va prendre 5-6 jours avant d'avoir un nombre suffisant de cellules qui vont produire suffisamment d'anticorps pour aller interférer avec l'infection virale et éventuellement se débarrasser de l'infection virale. Donc ça, au bout d'une semaine, le classique, une grippe, ça dure un rhume, ça dure 7 jours. C'est grosso modo ça. En fait, c'est le temps de faire monter la réponse immune spécifique qui va aller faire le ménage en dernière analyse de l'infection. Okay. Et à la fin, le virus a été éliminé. Mm-hmm. Mais les virus qui insèrent leur ADN dans nos cellules, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que si le virus est actif, c'est pas vraiment une question. Le virus est actif dans une cellule. Alors, j'ai pas expliqué comment les anticorps, maintenant, permettaient d'éliminer l'infection virale. Parce que alors je disais, il y a 2 types de lymphocytes, lymphocyte T et lymphocyte B. Les lymphocytes B font des anticorps solubles. Donc, les lymphocytes B vont faire des anticorps qui vont juste se mettre en circulation. Le virus, pour entrer dans une cellule, il a besoin d'un contact direct. Il a besoin d'avoir une protéine virale qui reconnaît une protéine de la surface de la cellule. Il a besoin de ce contact-là se fasse pour pouvoir entrer dans la cellule. S'il y a un anticorps de coller sur sa protéine virale, le contact ne peut pas se faire, il ne peut pas entrer. C'est ce qu'on appelle les anticorps neutralisants. Donc, c'est ça l'idée. Mais si une cellule est en train de produire du virus, à sa surface, il va avoir des protéines virales. Et s'il y a un anticorps qui va se coller là-dessus, il y a des cellules qui s'appellent les cellules NK, qui sont d'autres globules blancs dont on a parlé tout à l'heure, c'est les natural killer cells. Natural killer cells, ça c'est épique, qui vont reconnaître ces cellules-là, qui vont les buter en fait. Donc, qui vont avoir la possibilité d'aller les tuer. Et les lymphocytes T, eux, sécrètent pas d'anticorps. Leur anticorps reste collé à leur surface de la cellule. Et s'ils voient des protéines virales sur une cellule, et qu'ils reconnaissent que leur anticorps qu'ils produisent, qui est spécifique à une infection virale, ils reconnaissent la protéine à la surface d'une cellule, ils vont buter la cellule, en fait. Et donc, ils vont éliminer toutes les cellules qui sont en train de produire du virus au fur et à mesure qu'elles commencent à produire du virus. Donc, que le virus ait inséré son ADN, pas inséré son ADN, dans la mesure où il n'est pas dormant, le système immunitaire risque de le débusquer et de s'en débarrasser, en fait. C'est peut-être une question con, mais il y a des cellules
À ma compréhension, il y a des cellules qui se répliquent pas tellement. Le cœur ou les... La très grosse majorité de nos cellules se répliquent pas. D'accord, mais du coup, si le système immunitaire fait que de les tuer... Ah oui, non, ok. Oui. Non, excuse-moi. À un moment précis, les cellules sont pas en train de proliférer. Ouais, alors il y a quand même beaucoup de tissus qui ont des bonnes capacités de régénération, hein. Donc c'est pas nécessairement un si gros problème. Le cœur, ouais, faut se rendre jusqu'au cœur. La plupart des infections virales vont atteindre des cellules épithéliales parce que c'est les cellules de surface, donc c'est les cellules qui sont accessibles quand un virus arrive à l'intérieur du corps. Ils vont aller infecter, ouais, c'est surtout ça en fait. C'est des cellules qui sont directement accessibles. Tout ce qui est circulation sanguine, donc le HIV, c'est vraiment pas inhabituel. Les hépatites, parce que une des premières voies d'arrivée de virus, c'est par notre système digestif. Et donc, la première chose que les aliments font lorsqu'ils sortent de notre intestin pour entrer dans la circulation sanguine, c'est de faire un petit tour par le foie, parce que c'est là que le gros du métabolisme du corps se passe. Alors, c'est la première porte d'entrée vers le corps. Donc, c'est les premières cellules qui vont croiser. Et le foie, ça peut se régénérer, mais sans aucun problème. Et tout ce qui est pulmonaire aussi, j'imagine, vu que il y a beaucoup de choses qui doivent entrer par les voies respiratoires. Oui, tout ce qui va avoir du frottement ou de l'abrasion, ce genre de choses-là. La peau, les vaisseaux sanguins ont des bonnes capacités régénératives. Parce que, par exemple, l'Ebola qui va aller atteindre la surface des vaisseaux sanguins, c'est pas pour rien que les gens, on dit que on peut suer du sang quand on est infecté par l'Ebola, parce que ça infecte les cellules épithéliales qui sont dans les vaisseaux sanguins et ça finit par rompre l'imperméabilité des vaisseaux sanguins. Ouf. Et donc, mais là, c'est des cas extrêmes, hein, c'est pas tout le monde qui se retrouve à faire ça, mais ça peut mener à ce genre de choses-là. Non, mais notre corps a quand même une capacité générale de régénérescence pour la plupart des types cellulaires ou des tissus. Ouais. Évidemment, c'est sûr qu'il n'y a pas de miracle, là, mais bon. Donc voilà. Et là, du coup, on peut faire le résumé d'avant, le rhume. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui se passe quand on chope un rhume? Mais en gros, c'est ça, en fait. Au départ, il va y avoir activation. Alors, étant donné qu'il va y avoir un peu de mort cellulaire, un peu d'activation locale, il va y avoir activation locale du système immunitaire qui va te donner tes symptômes. Alors, les symptômes, la toux, les sécrétions, tout ça, c'est toi qui les fais, c'est pas le virus qui fait ça. C'est simplement pour aider à éliminer de ton tractus respiratoire le plus possible de particules virales. Donc, tousser, ça sert à ça, en fait. Ça sert à éliminer vers l'extérieur qu'est-ce qui est en train de descendre dans nos poumons. Les sécrétions aussi, c'est un peu le même principe. Ça sert, en fait, ouais, en gros. Alors voilà, le gros de ces symptômes-là vont être déclenchés au départ. Il va y avoir activation du système immunitaire inné qui va mener à une activation des cellules présentatrices d'antigènes. Et ça, à la fin des fins, ça va finir par permettre au corps de faire monter une réponse anticorps qui va être efficace à aller éliminer jusque dans les plus profondes, jusque dans les endroits les plus cachés, à aller se débarrasser complètement des cellules virales. Mais question sur la toux. On prend du sirop pour la toue pour cesser de tousser. Est-ce que c'est contre-productif? Ouais, bon, je sais pas trop. Je pense pas que ça change grand-chose. Okay. Faut peut-être pas exagérer non plus l'impact de ce genre de choses. Hein. Mais ouais. Mais il y a des bactéries qui nous font tousser. J'ai eu la coqueluche, par exemple, et la coqueluche, le bacille qui fait ça, libère une toxine dont l'idée est de nous faire tousser probablement pour faire sortir le virus, la bactérie, en fait. Donc, et je peux garantir que ça fait tousser, hein, c'est pas une blague. Mais bon. D'ailleurs, moi j'ai chopé la toux, c'est vraiment c'était pour l'épisode, c'était pour faire plus réaliste. Merci, dans le Gabrielo. sujet. Merci pour ton dévouement. Tu te donnes jusqu'au bout. Ouais, à fond, toujours. Et aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire, alors, à un moment donné, on finit par éliminer toute l'infection virale, et à la fin de tout ça, donc là, on se retrouve, on a des millions et des millions de lymphocytes T et B hyper activés, et eux, pour se maintenir activés, doivent être au contact de leur antigène, en fait, de leur épitope ou de leur antigène, là, on va pas rentrer dans de leur cible, et à un moment donné, il n'y a plus d'infection virale, donc ils vont cesser d'être stimulés, ils vont cesser d'être activés, et donc, il y en a une partie qui va se suicider, parce que ça sert plus à rien. Et on a un programme de cellules, hein, le corps a un programme qui s'appelle l'apoptose, qui est le suicide cellulaire programmé. Donc, il y a une partie de ces cellules-là qui vont juste s'envoyer une balle dans la tête. Et il y en a une autre partie qui va s'anergiser, et qui va donc revenir à un état un peu comme la cellule naïve qui était au début, qui avait jamais été activée. Mais elle va atteindre ce qu'on appelle le statut de cellule mémoire. Et donc, elle va être plus facilement activable dans un deuxième temps si elle rencontre son infection virale. Et donc, elle va redémarrer plus vite. Et aussi, là, maintenant, on est passé de une cellule à peut-être 2500 cellules mémoire à la fin de l'infection.
Et donc, le temps qu'on passe de 1 cellule à 2 cellules, à 4 cellules, à 8 cellules, jusqu'à ce qu'on arrive aux 2000 cellules qui permettent d'avoir une réponse immune efficace, ben, le temps d'arriver à ce nombre de cellules-là va être beaucoup plus court. Parce que maintenant, quand on va activer 2500 cellules au lieu d'en activer une dès le départ. Et ça va faire en sorte qu'on va avoir une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est vraiment ça décrit vraiment le mécanisme du renforcement immunitaire qui résulte de l'exposition à tel ou tel virus. Alors, on va continuer de faire un petit peu d'anticorps, mais c'est normal d'avoir on appelle ça le titre d'anticorps, mais en tout cas d'avoir la quantité d'anticorps circulants qui commence à diminuer avec le temps après une infection. Et donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est plus apte à réagir ou qu'on va pas être capable de réagir rapidement à une infection virale. Il va y avoir les lymphocytes T aussi qui ne seront pas mesurés parce que les lymphocytes T ne font pas d'anticorps. Sauf qu'eux aussi, ils vont suivre exactement le même chemin. Ils vont s'énergiser, on dit, ils vont retomber en latence et ils vont attendre d'avoir une réaction. Mais eux aussi, il y a des cellules mémoire et eux aussi, il y en a 2500 au lieu d'en avoir une. Et donc, ils vont pouvoir se réactiver hyper rapidement par la suite, en fait. Et comment on fait pour maintenir ce volume, cette quantité de cellules mémoire Alors là, ça c'est... envie de se protéger sur le long terme Ben, en fait, c'est... Oui. Je pense que nous, en tant que tel, on n'y peut pas grand-chose. En fait, on ne sait jamais vraiment... Parce que, typiquement, ce que je viens de décrire là, c'est ce qu'on veut d'un vaccin. On veut qu'il aille créer des cellules mémoire, qu'il aille créer des cellules T, des cellules B, mémoire, le plus possible, et que le jour où l'infection arrive, ben que ça redémarre comme en 40 et que ça aille éliminer autant que possible le virus. Maintenant, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. D'une infection virale à l'autre, on va avoir des durées de couverture différentes parce que, pour une raison plus ou moins connue, à ma connaissance, plus ou moins connue en tout cas, on n'est pas vraiment capable de prévoir à l'avance qu'est-ce qui va arriver avec la réponse à plus long terme de ces choses-là. Mais c'était la question que je voulais poser, c'est comment ça se fait, il y a des maladies, genre la varicelle, typiquement, on sait que si on l'a fait une fois, on ne va pas la refaire. Qu'est-ce qui est particulier? Je pense que ces maladies-là, on maintient un titre d'anticorps relativement élevé après. Et que le résultat, c'est que le virus pourrait même pas avoir le temps de trouver une cellule à infecter qui serait déjà interceptée en cours de route. C'était la grosse question des anticorps, parce que je trouvais ça un peu embêtant au moment où on a commencé les campagnes de vaccination pour le coronavirus, ils regardaient ce qui était mesuré beaucoup, c'était la quantité d'anticorps circulants. En fait, ils disaient d'anticorps neutralisants. Alors, pour vous donner une idée, ce qu'on fait quand on regarde ça, c'est on prend 1 millilitre de plasma de quelqu'un, de sang de quelqu'un, on le met sur des virus, et après, on met ces virus-là sur des cellules et on regarde quelle quantité d'infection est-ce qu'on est capable d'obtenir une fois que ces anticorps-là sont là. Mais ça, c'est une partie très petite de ce que le vaccin ou que ce que l'infection, que la réponse immune va donner. Les lymphocytes T ne sont pas mesurés, là. On les voit absolument pas. On voit dans quelle mesure est-ce qu'on peut interférer une infection qui arriverait. Est-ce qu'on pourrait empêcher la toute première cellule de se faire infecter, en quelque sorte? Et c'est pas un bon proxy pour... C'est pas nécessairement le seul proxy qu'on peut imaginer prendre. Mais c'en est un. Je veux dire, il est valable dans le sens que si on ne va même pas avoir de première infection, de première cellule qui se fait infecter, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'infection tout court. Mais c'est pas dit qu'il ne peut pas avoir 2-3 rondes de réplication de virus et que ça va pas poser de problème nécessairement parce que le reste du système immunitaire va s'activer très vite et éliminer l'infection. On est probablement infecté à longueur d'année par une tonne de virus et on s'en rend même pas compte parce que dans bien des cas, la réponse immune est hyper rapide et elle va aller éliminer ça dès les tout débuts sans même qu'on ait le temps de présenter des symptômes en fait. Et juste pour revenir à un sujet d'avant, tu disais que dans le cas du coronavirus, par exemple, les symptômes, c'est le système immunitaire qui les causait. Mais quelqu'un qui a un Covid grave jusqu'à en décéder, cette personne se fait tuer par son système immunitaire? C'est en quelque sorte ça, oui. C'est ce qu'ils appellent c'est ce qu'ils ont surnommé le cytokine storm. Alors, ce qui a été observé, c'est que, en fait, s'il y a trop... En fait, je parlais du système immunitaire inné au début, en disant que lui, il va procéder par émission de cytokines en une très, très grosse partie de ce qu'il va faire, ça va consister à émettre des cytokines pro-inflammatoires.
Ben, le problème, c'est que s'il y en a trop, à un moment donné, les effets secondaires les effets qui vont être créés par ces cytokines-là vont finir par être problématiques. Je disais, l'interféron gamma. L'interféron gamma, c'est génial. Ça fait baisser la production de protéines. Pas de production de protéines, il n'y a pas de vie, hein. Donc, à un certain stade, ça va finir par poser un sérieux problème, en fait. Donc, s'il y a trop d'activation du système immunitaire inné, à un moment donné, ça va avoir beaucoup d'effets secondaires, des effets secondaires de plus en plus lourds, et finalement, ça va être de ça dont les patients vont finir par décéder, en fait. Et c'est ce qui s'appelle le cytokine storm. C'est aussi le cas pour la grippe, par exemple. La grippe va beaucoup tuer comme ça, en fait. Les poumons d'une personne grippée vont se remplir de liquide parce qu'il va y avoir trop de sécrétions qui vont arriver en même temps. Et ça fournit en plus un super bon milieu de culture à bactéries. Et donc, il va y avoir des infections secondaires qui vont arriver là-dedans. En général, quand un patient décède de la grippe, c'est qu'il a décompensé dans une infection multibactérienne qui est devenue complètement hors de contrôle, en fait. Parce que ses poumons se sont remplis d'eau, en fait. Parce que, grosso modo, le système immunitaire a trop réagi et le résultat était là. Et si on n'avait pas de système immunitaire pour réagir, ce qui se passerait, c'est que c'est le virus qui tuerait les cellules en se répliquant. Oui, c'est ça. C'est un équilibre qui n'est pas évident nécessairement à prendre. Non, mais pas de système immunitaire, on meurt. Il y a des personnes qui naissent sans système immunitaire. On les met dans des bulles parce que sinon, ça finirait pas très très bien. Oui, non, c'était juste. Ça paraît évident. le mécanisme. Oui, mais c'est un équilibre à avoir. Mais par exemple, dans le cas, il y avait eu toute la question des traitements j'ai oublié, c'était quoi la corticostérone qui donne maintenant aux. Les personnes qui ont le corps. C'est quel corticostérone? Non, mais c'était de la prénisone. Je pense que c'est de la prénisone qui donne. Mais il y a des corticostéroïdes qui sont des hormones qui sont anti-inflammatoires, dérivées du cortisol, en fait. Qui sont des enzymes des hormones anti-inflammatoires, donc qui vont faire diminuer de façon très agressive l'inflammation, qui ont des effets immunomodulateurs, donc qui vont permettre de diminuer la réponse du système immunitaire, qui ont commencé à être donnés aux patients quand ils commençaient à atteindre des trop hauts niveaux d'activation du système immunitaire. Il y avait ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui avait été utilisé? Il me semble qu'il y en avait un autre. J'ai un autre souvenir de quelque chose d'autre dans ce genre-là qui avait été donné aux patients. Mais enfin, bref, ils ont tout ce qu'ils connaissent de cocktails pour essayer de diminuer l'activation du système immunitaire inné. Il a été utilisé, en fait, dans le cadre de ce genre de patients qui décompensent. J'ai une petite question. Oui. Tu as parlé tout à l'heure, il y a quelques instants, de réaction du corps face à la grippe, par exemple, ou la manière dont le corps réagit afin de nous protéger de l'infection en question, et en fait a un effet adverse sur nous. Donc ça nous fait tomber encore plus malade, ça crée une espèce de bouillon de culture propice à une infection bactérienne, et on meurt de ça en finalité, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a une période, je fais un lien un peu étrange, mais est-ce qu'il y a une période dans l'histoire de l'humanité où on était optimalement protégé contre les différents virus qui pouvaient essayer de s'attaquer à nous, et où aucune des réactions du corps n'aurait été a priori adverse et aurait pu avoir une espèce d'effet indésirable ou pervers? Je serais très surpris parce que les virus et les bactéries évoluent constamment à côté de nous, donc on est constamment confronté à des nouvelles infections. Il n'y a pas de raison pour laquelle on aurait été hyper adapté à quoi que ce soit. C'est un équilibre très très dur à maintenir, en fait, entre le fait de ne pas réagir, de ne pas trop réagir, ou de trop réagir, c'est un truc de modulation qui est vraiment pas évident. Surtout qu'on ne connaît pas l'ennemi, en réalité. La beauté de tout ce que j'ai décrit avec les lymphocytes T, les lymphocytes B, qui font des anticorps contre on ne sait pas quoi, en fait. On ne sait pas contre quoi on les fait, mais on les fait, on les prépare. C'est basé sur l'idée qu'on ne sait pas contre quoi on va devoir se battre, en fait. On sait pas qu'est-ce qui va s'en venir vers nous. Et donc, comme ça, on a une méthode générique pour être capable de lutter grosso modo contre à peu près n'importe quoi, d'une façon qui n'est pas si spécifique que ça. Parce que les virus et les bactéries, eux, ils continuent d'évoluer à côté. Et donc, ils vont être capables de revenir nous infecter et nous attaquer. Je pense pas que de voir ça en se disant on est mal fait, on n'est pas mal fait. On est défaillant. Ce serait une mauvaise façon de le présenter, je pense. On n'est pas défaillant à proprement parler. On est probablement infecté à longueur d'année par toute une série de virus et de bactéries, on s'en rend même pas compte. C'est la fois ou deux où malheureusement on n'a pas été assez rapide et puis ça a grossi un peu plus et puis il a fallu un petit peu plus d'insistance du système immunitaire pour s'en débarrasser. C'est ces moments-là où on a les symptômes, en fait. Mais si on se chopait la rage et qu'on s'en rendait pas compte, on aurait un gros problème. Parce que, maintenant, je pense on aurait un gros problème parce qu'à la fin, on n'aurait plus de cerveau. En fait, ça fait pratiquement fondre l'intégralité du cerveau. Et c'est pas un virus qui est nouveau en particulier. C'est des choses qui ont toujours existé. On est obligé de répondre. Après,
comme on ne sait pas contre quoi, je pense que c'est pas si évident que ça d'imaginer qu'on avait une réponse optimale. Je sais pas ce que ça veut dire optimale, en fait. Et alors, on peut parler des vaccins maintenant? Ouais, on arrive un peu dessus en quelque sorte, parce qu'en fait tout ce que je viens de décrire, en gros, ça décrit qu'est-ce que c'est qu'un vaccin en quelque sorte. L'idée d'un vaccin, c'est de faire tout ça mais sans l'infection virale. Donc c'est d'aller donner au système immunitaire les protéines virales, le pousser à les montrer au lymphocyte T ou au lymphocyte B pour qu'ils montrent une réponse immune spécifique à un virus, sans même avoir de virus à l'intérieur de la situation, avec le moins de virus possible dans les circonstances. Mais c'est quoi alors? Le vaccin, du coup, c'est juste des protéines virales? Ou comment ça fonctionne? Alors là, on peut passer un bon moment à expliquer qu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites en ce qui a trait au vaccin. Les premiers vaccins, par exemple, aujourd'hui, on appellerait ça des vaccins atténués. Le tout premier vaccin qui a été mis, à ma connaissance, en tout cas, je pense pas me tromper, c'est Jenner. Et ça remonte à loin, ça remonte au 18e siècle. Et c'était le premier vaccin, c'était contre la variole. Et il y a une variole porcine, pas porcine, bovine qui existe, qui est un virus très semblable à la variole humaine, mais qui est capable de nous infecter, mais même si notre système immunitaire répond pas, ça va pas nous donner une pathologie véritablement. Le virus est pas très très bon en fait à lutter contre nous. Donc Jenner avait réalisé que les enfants qui travaillaient avec des bovins chopaient jamais la variole. Et il s'est dit, ça doit être parce que les vaches ont régulièrement des épisodes de variole bovine. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les boutons de variole et il a inoculé littéralement des gens avec ça. Et le virus est suffisamment semblable, la variante bovine est suffisamment semblable à l'humaine pour que ça mène à faire des anticorps contre la version humaine, en fait. Parce qu'ils sont suffisamment semblables, puis il est suffisamment différent pour faire en sorte qu'on ne va pas être malade à cause du vaccin, en fait. Alors, aujourd'hui, j'imagine je suppose qu'il y a dû avoir des cas d'effets secondaires qui, aujourd'hui, ne passeraient pas. Mais ça a été le seul vaccin qui a été en place pendant un bon moment. Et donc, au départ, c'était même carrément un virus fonctionnel, en fait. C'était un virus véritablement fonctionnel. Aujourd'hui, on a le BCG contre la tuberculose, qui est grosso modo du même genre. C'est une souche de bactéries de tuberculose qui a été travaillée en laboratoire de manière à ce qu'elle... En fait, elle a juste été cultivée en laboratoire puis elle a perdu de la virulence. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on peut l'injecter à un humain et puis il ne va pas être malade avec ça, en fait. Mais il est actif, il est vivant. Il est vivant, il est actif, okay. Ouais. En fait, c'est un truc qui parfois n'est pas toujours bien compris, mais plus on fait pousser un virus en laboratoire, moins il devient, ou une bactérie, moins ils deviennent virulentes, en fait. Parce que, par exemple, alors j'ai décrit tout ça dans un monde idéal, mais un virus, c'est pas complètement débile. Un virus, ça infecte une personne. Oh mon Dieu, il va faire de l'interféron. Ah, on va se battre contre l'interféron. Donc le virus, lui aussi, il met au point des contre-mesures contre le système immunitaire. Et si on prend donc évolutivement parlant, il va être sélectionné puis il va développer des capacités à réagir contre ça. Si on prend un virus et qu'on le met en culture sur des cellules en laboratoire, on lui enlève cette pression de sélection-là, en fait. On lui dit, tu n'as plus besoin de lutter contre le système immunitaire de l'autre. Donc, tous les gènes qui lui servent à faire ça, tous les petits bouts d'ADN qu'il peut avoir ou d'ARN qu'il peut avoir pour faire ça, il n'y a plus besoin de les garder, en fait. Donc, si on cultive pendant très longtemps sur des cellules en culture, à un moment donné, il va perdre une partie de ses adaptations-là. On le met devant une télé avec un supply de pizza. Il sera molli. Voilà. Il fait plus de workout. Exactement. Moi, j'irais carrément jusqu'à TikTok. À la fin, il s'est juste swipé, quoi. Exactement. Il swipe et c'est tout, en fait. Et donc, il va perdre ses contre-mesures, en fait. Et donc, comme il perd ses contre-mesures, quand on le réinjecte à l'intérieur d'un humain, là, d'un coup, il est complètement mésadapté, en fait. Et donc, on peut mettre en place des souches de virus, mais il n'y en a pas des tonnes aujourd'hui, des vaccins qui sont basés là-dessus. On appelle ça des vaccins atténués, en fait, où c'est des souches atténuées qui sont utilisées. Alors après, on fait pousser le virus, et puis on l'injecte, et puis c'est tout, en fait. Grosso modo, c'est pas très, très compliqué. Après, il y a l'autre version, qui est de faire pousser le vrai virus, mais de l'inactiver physiquement. Donc, par exemple, la grippe. Tu vois, la grippe, aujourd'hui encore, quand on produit le vaccin de la grippe, il est produit dans des œufs. Donc, on injecte à l'intérieur d'œufs de poule, on injecte le virus contre lequel on veut faire un vaccin dans un œuf de poule. Le virus est capable de se répliquer dans une des types cellulaires qui est à l'intérieur de l'œuf de poule. Et puis après, on va récupérer le contenu de l'œuf, on l'inactive.
Alors, si vous vous demandiez pourquoi il y a des gens qui disent, mon Dieu, il y a de la formaldéhyde à l'intérieur d'un vaccin, c'est parce que pour inactiver le virus, il n'y a rien de mieux que la formaldéhyde. Donc, on inactive le virus avec de la formaldéhyde. Donc, tout ce qu'on a après ça, c'est des particules virales, mais qui sont chimiquement pétées, en fait, qui ont été brisées chimiquement. Et on peut ensuite de ça utiliser ça comme base pour faire un vaccin, en fait. Et tu disais le formaldéhyde, ça, il y a des gens qui s'opposent au vaccin parce qu'ils ont vu qu'il y avait du formaldéhyde. Ouais, je pense que ça doit faire partie. Oui, j'ai déjà entendu des gens dire que quelle horreur, on va se faire injecter un nanogramme de formaldéhyde. C'est une molécule qui est toxique. Hein. Il faut pas présenter ça comme étant complètement faux. C'est réellement toxique, le formaldéhyde. Mais il y en a très très peu en même temps. Il faut quand même le dire. C'est une dose extrêmement faible de formaldéhyde au final. Mais ça, c'est pour la grippe. Et encore, je ne sais plus aujourd'hui. Je sais que jusqu'à il y a quelques années, on faisait encore le vaccin de la grippe de la manière dont je viens de vous le décrire. Mais je suspecte qu'il y a d'autres. Je pense que maintenant, ils veulent le faire en ARN, justement. Et le vaccin à ARN, alors lui, c'est d'une simplicité inouïe. Et ça n'a pas besoin de contenir grand-chose. Donc, c'est toute la beauté de la chose. C'est qu'un vaccin à ARN, en fait, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas besoin de mettre de formaldéhyde, il n'y a pas besoin de... Alors, il y a une autre chose aussi, c'est que si on faisait juste prendre une protéine virale et l'injecter, le système immunitaire, comme je vous disais, au début d'une infection normale, il y a une activation du système immunitaire au moment du début de l'infection. Donc, il faut activer nos cellules présentatrices d'antigènes pour qu'elles aillent bouffer, pour qu'elles présentent. Le problème, c'est que si on fait juste injecter une protéine, on n'active pas le système immunitaire en local. Donc, on ajoute à l'intérieur des vaccins, souvent, il va être ajouté ce qu'on appelle des adjuvants, qui sont des molécules qui ont pour seule unique fonction de déclencher une légère inflammation, une légère réponse innée au moment de l'injection du vaccin. Et là-dedans, il y a par exemple l'aluminium. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a des sels d'aluminium qui permettent de stimuler la réponse immune locale. Maintenant, il y a des gens qui utilisent le bon vieux truc qui s'appelle l'adjuvant de Freund. Mais en gros, c'est des parois de bactéries, en fait. Parce que les parois de bactéries, comme je disais, ils sont reconnus par le système immunitaire inné et ils vont déclencher une réponse immune. Donc, il y a toutes sortes de méthodes comme ça pour le faire. Mais avec les vaccins à ARN, on n'a même pas besoin de faire ça, en fait. Parce que ce qu'on fait, en gros, c'est qu'on injecte de l'ARN directement à l'intérieur des cellules présentatrices d'antigènes. Et donc, ils vont les faire, les protéines. Et donc, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec ça, en fait. Donc, il n'y a pas d'adjuvant à l'intérieur des vaccins à ARN. Et donc, c'est la façon la plus épurée qu'on peut pas faire un vaccin. Comment ça, on injecte de l'ARN dans les cellules présentatrices? Comment on vise la cellule présentatrice? On la vise pas réellement, en fait. Non, en fait, l'ARN est placé à l'intérieur d'une particule de lipide qui va être incorporée par toutes les cellules qui sont à l'endroit où on injecte, dont les cellules présentatrices d'antigènes qui sont dans ce coin-là, en fait. Et ça, c'est suffisant. On n'a pas besoin de mettre un adjuvant là-dedans. Donc, on se retrouve, alors pas besoin d'avoir de formaldéhyde ou d'agents chimiques pour inactiver le virus qu'on va injecter, et pas besoin d'avoir d'adjuvant non plus. Donc, c'est la forme la plus épurée qu'on peut pas imaginer, en fait, pour arriver à ces fins. Et c'est quoi dans le vaccin ARN qui nous permet d'être sensible au 5G, du coup? Je sais pas. Pardon. Mais du coup... Tu sais que le code génétique, c'est ATCG. Alors, je pense qu'il y a au moins 5G dans les ARN en question. Il y en a au moins 5. Très bien. C'est quoi à ta connaissance, c'est quoi la cause de l'opposition au vaccin en général, le vaccin ARN en particulier? Je sais qu'on sort un petit peu du sujet. Ouais. Mais... Voilà, mais ma connaissance là-dedans est aussi bonne que celle de n'importe qui. Écoutez, moi, j'ai toujours été frappé de voir... Pas frappé. Je pense que c'est... De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose de pas agréable et de pas intéressant dans le fait de se faire injecter quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose de symboliquement difficile aussi. Parce que c'est quelque chose qui va rentrer en nous. Je pense qu'il y a une réalité aussi qui est que ça a des effets secondaires. Il y a des gens qui ont de la fièvre, des gens qui ont mal au bras pendant 5 jours. Je veux dire, il y a des effets secondaires. Et donc pour la dernière vague de vaccination qui a été faite beaucoup sur des adultes, ce qui n'est pas nécessairement hyper classique, je pense que ça a beaucoup à voir avec ça, en fait. Je pense que symboliquement, c'est dur de se faire injecter quelque chose aussi. J'avais parlé à un médecin qui lui disait, j'étais habitué de donner dans la salle d'urgence ou quelque chose comme ça, on donne des transfusions, ce genre de choses-là. Puis à un moment donné, moi, j'ai eu un accident de voiture et puis on m'a injecté un culot de cellules rouges, un culot de sang. Et quand j'ai vu le sang arriver envers moi,
symboliquement, j'ai trouvé ça brutal. Hmm. Et il disait que c'était frappant, en fait, il s'était jamais rendu compte de ça, mais que quand ça lui arrivait à lui, il a compris qu'il y avait quelque chose de symboliquement qui était très très dur à gober. Ça nous change de l'intérieur, peut-être. Ça Ouais. modifie notre essence. Ouais, il y a quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Ah oui, et pourquoi on doit... C'est peut-être une question con aussi. Pourquoi est-ce qu'on doit les injecter? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas boire le vaccin? Ben, il faudrait qu'ils les se rendent sniffer. jusqu'à une cellule présentatrice d'antigènes, en fait. C'est un peu le D'accord. problème. Il y a des vaccins, comme la polio, par exemple, c'est un vaccin qui est oral. Et c'est un vaccin qui est oral parce que, grosso modo, on veut activer le système immunitaire de nos intestins parce que c'est par là aussi que le virus passe. Donc, est transmis. Donc, il y a quelques vaccins qui ont été capables. Il y a des gens qui ont essayé de faire le coronavirus en spray intranasal. J'ai oublié le nom de la compagnie. En tout cas, mais bref, ça a été essayé. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que ça aurait pu être juste un spray intranasal. Et parce que il faut bien comprendre que toutes les portes d'entrée de notre corps ont un système immunitaire qui attend la stimulation. En fait. Donc, les poumons, c'est un endroit où notre système immunitaire est en constant éveil. Donc, être capable de faire passer des protéines virales par là, potentiellement, ça pourrait donner. Mais il semblerait que l'efficacité du système n'était pas très très bonne. Mais ça a été tenté. Mais là, dans ce que tu disais avant, c'est intéressant parce que finalement, tu te mets à la place de la personne qui reçoit un vaccin et il y a finalement de l'empathie vis-à-vis de la réaction et des craintes que ça peut susciter. Tu as parlé d'effets secondaires aussi, donc des choses concrètes, mais tu dirais c'est quoi les vrais malentendus, les vraies incompréhensions du public au sujet des vaccins qui font vraiment obstacle à finalement la distribution de solutions qui sont censées mitiger la propagation de virus et moi je vais le présenter comme moi je le vois. Pour moi, après, je pense que les gens font pas nécessairement le calcul que je vais faire là. Pour moi, c'est une question de mitigation du risque, en fait. La question, c'est quoi les risques que j'ai des problèmes éventuellement si je me fais pas vacciner versus si je me fais vacciner, que les risques que j'encours en me faisant vacciner. Par exemple, dans les effets secondaires, l'effet secondaire dont on a beaucoup parlé, c'est les myocardites, en fait, qui sont des infections du cœur. Ces effets secondaires-là, en gros, ils viennent de la réponse immune par rapport aux protéines virales elles-mêmes. C'est-à-dire que si tu chopes le virus, tu vas les avoir aussi, les myocardites. Hein. C'est pas comme si c'était le vaccin qui faisait ça, c'est la présence de protéines virales à l'intérieur de ça. Si on regarde les études, il y a des gens qui ont fait des études pour voir, parce qu'il y a des myocardites qui sont observés parmi les patients qui ont le coronavirus. En fait, il y en a 100 fois plus. Donc, on a 100 fois plus de chances d'avoir une myocardite en chopant le virus, ce qui est un peu compréhensible parce qu'on va en faire des tonnes des protéines virales. Et là, si on se fait infecter, on va faire une tonne d'inflammation et donc tout ça va arriver en bloc. Alors, c'est pas tellement étonnant en fait. Donc, je peux avoir une chance sur 10 000 d'avoir une myocardite versus une chance sur 100 fois moins d'en avoir une en chopant le virus. Ben, je préfère ne pas choper le virus, en fait. Pour moi, c'est une évidence. Par contre, tu dis aux gens, tu as une chance sur 10 000 de faire une myocardite en prenant le vaccin. Et ça, c'est suffisant, en fait. Parce que, mais si je chope le virus, ils vont pas nécessairement faire le comparatif entre les deux probabilités. Se demander dans quelle situation est-ce que je voudrais me retrouver. En fait. Donc, en fait, c'est plus volontaire, en fait. Pardon, excuse-moi. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que quand finalement, prendre le virus, c'est volontaire. Je fais l'action prendre le vaccin. Oui. Je fais l'action de me faire vacciner, tandis que me faire contaminer, c'est un act of God. Ouais. Mais c'est bon. Et peut-être qu'au départ, c'était pas clair que tout le monde l'aurait, mais je pense que maintenant, c'est devenu très clair que tout le monde. Donc, en fait, que tout le monde va l'avoir d'une manière ou d'une autre, en fait. T'exprimes ça dans les termes d'une analyse coût-bénéfice, et finalement, est-ce que les nuances de cette analyse coût-bénéfice, parce que là, je pense, c'est au-dessus de la tête de beaucoup de gens, en fait, je pense. Ouais, mais c'est ça. Mais est-ce que tu trouves que c'est suffisamment bien expliqué au public aujourd'hui? Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai des discussions avec d'autres personnes autour de moi, enfin, je suis même pas sûr d'avoir bien compris moi-même les termes de cette analyse coût-bénéfice, alors même que j'ai tendance à penser de cette manière-là habituellement. Mais comme tu dis, ça passe au-dessus de la tête des gens. Et est-ce que tu as des explications à ce phénomène? Je pense qu'on peut rentrer dans le... Ouais. Parce qu'on est un pays où les gens sont relativement bien éduqués, ils ont accès à l'information. Est-ce qu'il y a trop d'informations? Est-ce qu'elle est de mauvaise qualité? Est-ce que tu as des pistes? Ouais, alors, j'aurais un peu de mal à suivre exactement ce qui a été dit dans les médias, parce que pour être très honnête, je ne suis pas abondamment ce qui se dit à l'intérieur des médias.
En tant que spécialiste de n'importe quel domaine, je suppose que vous êtes tous les deux spécialistes de votre domaine. Si vous avez déjà vu des nouvelles passer sur votre domaine, vous avez pu constater que c'est toujours frustrant. Je pense que c'est le cas pour n'importe quel sujet. Donc, je me sens pas très nécessairement bien placé pour savoir qu'est-ce qui fait réagir ou pas réagir le public en général à ce genre de choses-là. Je pense que les gens sont devenus de plus en plus croyants dans le fait que ce que eux croient est probablement vrai. Et d'une manière ou d'une autre, en fouinant à travers l'intégralité de l'information qui est disponible, ils vont trouver de l'information qui va confirmer ce qu'ils pensent. Et je pense que si tu n'as pas envie de te faire vacciner aujourd'hui, tu vas pouvoir trouver facilement des gens qui vont dire que tu n'as pas à te faire que tu ne devrais pas te faire vacciner ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il y a eu une époque où les gens se fiaient disons, à la voix officielle. Maintenant, les gens ne se fient plus à la voix officielle, en fait. Et donc, le résultat, c'est qu'ils vont remettre en cause ce genre de choses-là. Donc là, tu dis, d'un côté, bon, il y a peut-être une perte de confiance dans les institutions. Bon, ça, je pense que c'est un sujet en soi. Ah hein, oui, je oui, pense, oui, hein. oui. Et je suis pas sociologue, hein, donc je n'ai pas la prétention de Mais d'un autre côté, tu dis, en tant qu'expert, dans les informations auxquelles tu as eu accès, tu as vu des choses qui étaient peut-être pas tout à fait, qui étaient imprécises ou... Oui, ben, disons que c'est... je vous parlais de l'histoire des anticorps neutralisants, par exemple. Oui, on fait 100 fois moins d'anticorps après tant de temps, ce genre de choses-là. Et moi, je sais pertinemment dans ma tête que ça veut pas dire grand-chose, entre guillemets. Disons-le. Disons, c'est pas que ça veut pas dire grand-chose. C'est une indication de quelque chose, mais il faut pas paniquer non plus. C'est juste des ordres de grandeur qui te font un peu oui, c'est ça. Et puis, on voit le truc, et quand on est habitué de ce genre de questions-là, on se dit, ouais, mais en même temps, est-ce qu'il y a encore des cellules T, est-ce qu'il y a encore ça? Et puis, j'ai vu ça un nombre incalculable de fois pendant les premiers mois de l'épidémie. Beaucoup de choses qui sont mal comprises, mal présentées. Ouais, je peux pas dire effectivement que j'ai été trop épaté de la qualité de la présentation, mais je pense surtout que en général, on demande à des moi mon impression c'est que les gens qui mettent les nouvelles qui vont poster, qui vont publier la nouvelle, la font pas passer par un spécialiste avant de la mettre. Parce que très honnêtement, des fois, je vois des erreurs qui sont d'une simplicité. N'importe qui de mon type aurait pris le truc et aurait juste corrigé 3-4 tournures de phrases pour dire ça c'est plus logique. Et évidemment, ça frappe moins l'imagination. Et j'ai trouvé qu'il y avait très très peu d'analyse en aval, tu vois, comme le truc des anticorps neutralisants. Comment voulez-vous que quelqu'un comprenne ça? Je veux dire, on peut pas demander à quelqu'un de comprendre ça. Et pourtant, on fait 100 fois moins d'anticorps avec tel vaccin que l'autre. Comment voulez-vous que les gens comprennent un truc pareil? C'est l'implication de l'étude, l'implication de ce qu'on mesure. Oui, c'est pas possible. Et puis la science a tendance, et je pense que dans le cas de l'épidémie, on oublie que un consensus scientifique, ça se construit sur des années, que les gens travaillent en général. La science finit par arriver à une réponse à peu près correcte sur n'importe quoi, mais c'est comme les saucisses, il faut pas regarder comment c'est fait, en fait. Non, mais je veux dire, lorsqu'on parle d'un consensus scientifique sur n'importe quel sujet, en biologie en grande partie, il faut pas regarder sur ce qu'on vient tout juste de découvrir, il faut regarder sur ce qu'on étudie depuis 5 ou 10 ans. Ce qu'on étudie depuis 5 ou 10 ans, on sait grosso modo. Qu'est-ce qu'on vient tout juste de découvrir? C'est pas clair. Il n'y a pas de réponse claire. Et là, on a une situation d'épidémie sur un nouveau virus qu'on ne connaît pas. Il y a un paquet de points d'interrogation. Il y a un paquet de choses qu'on ne connaît pas. Et là, on a pu voir comment la saucisse se fait, en fait. Parce que les études qui se contredisent, oui, mais ils se contredisent toutes les études et puis ils disent pas la même chose, puis ce genre de choses-là. Je l'ai beaucoup entendu, ça aussi. Mais si quelqu'un qui est habitué à la recherche sait qu'à la fin, une synthèse de tout ça va se faire, va s'opérer au travers de tout le système. C'est le processus de découverte, finalement. Auquel les gens sont pas nécessairement habitués d'être exposés. Et là, les gens ont vu comment la saucisse était produite. Et parce que vraiment, moi, je me rappelle, j'ai jamais vu dans autant de journaux publics, de journaux grand public, de citations de PLOS Medicine ou de trucs comme ça, de journaux scientifiques que moi, j'étais habitué de lire. Et là, de coup, les gens me parlent, ils citaient ces articles-là, et ça contredit l'autre article, et puis là, je me dis, mais oui, évidemment que les gens se posent des questions. Alors, non, on ne pouvait pas connaître ce virus-là au moment où le truc est arrivé, mais il faut quand même le dire, on était capable de mettre en place et de commencer à distribuer des vaccins en moins de 1 an et demi. Pour un virus nouveau qui venait d'apparaître, c'est fabuleux ce qui est arrivé. Je veux dire, on n'a toujours pas mis en place un vaccin contre HIV. Hein. Il n'y en a toujours pas. Hein.
Et je veux dire, on en a mis au point un contre ce virus-là en 1 an et demi. Mais c'est fabuleux. Je veux dire, Mais c'est une comparaison. Si Non, ben, la crise du HIV avait été. Non, mais je veux dire, Global. mettre en place un vaccin pour une maladie, c'est quand même du travail, c'est quand même une action commune importante de la communauté scientifique. C'est un virus qui est beaucoup plus facile à faire que HIV, sinon on l'aurait déjà fait pour HIV. Hein. Ah, c'était Mais- ça ma question. Oui, Ouais, oui, c'est- oui. Non, non, mais c'est juste de dire, on a quand même appuyé sur l'accélérateur d'une façon assez magistrale et on était capable de mettre en place un truc qui est quand même assez hallucinant hyper rapidement. C'est assez fabuleux ce qui s'est passé. Je veux dire, on en dira ce qu'on voudra, mais moi je trouve que c'est quand même assez incroyable. Et tout ça a été mis en place en 1 an et demi avec une technologie qui était nouvelle et très prometteuse. Et le système a été mis en place hyper rapidement. Considérant qu'on savait très peu de ce virus-là, ben, je trouve que c'est quand même une réussite assez. Moi, je trouve ça assez épatant. En tout cas. Je trouve que c'est quand même assez incroyable. Hein. Je sais pas si on n'aurait pas été capable de faire ça il y a 15 ans. Ça aurait jamais été aussi vite que ça il y a 15 ans. Ah, parce que la technologie n'existait La pas. technologie n'existait pas. Hein. Il aurait fallu qu'on le fasse il aurait fallu qu'on le fasse à l'ancienne méthode. Et là, on aurait eu le vieux vaccin avec la formaldéhyde et puis l'aluminium dedans. Et c'est pas dit que ça aurait marché. Ok. Donc, humanité. Bravo. En parlant de news, il y avait un truc qu'on a souvent entendu dans les nouvelles. Ouais. C'est la théorie du lab leak. Ah oui, oui. Y compris des gens qui disaient très vivement que oui, ça a été prouvé, confirmé, etc. Est-ce que c'est un lab leak? Qu'est-ce qu'on en sait? Ouais, ben, alors, est-ce que c'est un lab leak? Je vais pas dire que c'est absolument certainement pas un lab leak et qu'on sait exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais ça reste extrêmement improbable que ce soit un lab leak. C'est possible. Je veux pas te donner l'impression que je parle en certitude. On ne sait pas exactement comment est-ce que les premiers épisodes de transmission ont eu lieu. Je suis assez frappé, comme tu viens de dire, d'avoir des gens autour de moi qui me disent, puis maintenant qu'on sait que ça vient d'un laboratoire en Chine, on ne sait pas ça, je ne sais pas trop d'où est-ce qu'ils sortent leurs preuves. J'ai fait un petit tour avant de venir aujourd'hui, j'ai fait un petit tour des publications. Non, je ne sais pas trop d'où est-ce que vient toute cette certitude-là. Les rapports de l'OMS et les rapports indépendants qui ont été faits pour le moment, même du NIH aux États-Unis, conclut qu'il est extrêmement peu probable que ce soit une fuite de laboratoire. On a une très très bonne idée d'où est-ce que ça part. D'ailleurs, j'ai relu l'article. Il y a un article qui est sorti dans Science en août dernier où ils ont regardé les tout premiers cas qui ont été découverts, qui étaient à Wuhan au tout début de l'épidémie, et ils ont fait toute une étude pour regarder où physiquement ils se trouvaient. Et ils arrivent tous pratiquement d'un même étalage à l'intérieur du marché, du marché à Wuhan. On sait qu'il y a une série d'espèces là-bas qui sont infectables par ce virus-là. Pour moi, personnellement, je dirais à 99% sûr que c'est une transmission de l'animal à l'homme. On a eu, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il faudrait absolument que ce soit un lab leak. On a eu le SRAS, le premier SARS-CoV était en 2002, 2003. Est-ce que ça venait aussi d'une fuite de laboratoire à Wuhan? Il n'existait pas. C'est tous des. Il n'existait pas le laboratoire à Wuhan Ouais. à ce moment-là. Donc, on a eu ça, on a eu le MERS depuis 2011-2012. Qui est une transmission des chameaux à l'humain quand même, c'est superbe. C'est pas comme si c'était le premier épisode de transmission et d'épidémie qui vient. En fait, tous les virus ont été transmis à un moment ou à un autre d'une autre espèce animale à l'humain. On a eu l'Ebola qui a fait ça. Combien de fois est-ce que ça a pu arriver dans les dernières années qu'on a une épidémie d'Ebola? Des épisodes de zoonose, il y en a tout le temps, il va continuer d'en avoir. Il y en a eu avec le coronavirus. Ben, à ma connaissance, celui-là, c'en est un. Je vois pas pourquoi il faudrait que je suspecte que ce soit. J'ai pas de raison de croire que c'est un lab leak, en fait. Comment est-ce que les virus évoluent? Comment est-ce que les virus évoluent? Ben, les virus évoluent. Ils évoluent par rapport à leur hôte. Donc, par exemple, pour ce qui est du coronavirus, on a bien pu voir exactement ce qui se passe lorsqu'un virus trouve un nouvel hôte. C'est-à-dire qu'il n'est pas adapté à cet hôte-là, mais il est capable de se répliquer suffisamment bien à l'intérieur de cet hôte-là pour se transmettre d'une personne à l'autre et de vivre pendant un certain temps à l'intérieur de la population. Donc, il faut bien comprendre que... Alors,
petit truc sur la théorie de l'évolution, juste simplement comment est-ce que ça procède. Le virus se réplique. À chaque fois qu'il se réplique, il va avoir une probabilité qu'il y ait des mutations qui apparaissent quand il réplique son ADN. Comme je disais, l'ADN, ça fait les protéines. Donc, toutes les protéines virales sont susceptibles de changer à travers ces mutations-là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir... Donc, disons qu'il y a une particule sur 100 qui a une mutation dans son génome. Si cette mutation-là rend cette particule virale-là plus performante, elle se transmet mieux, elle permet une plus rapide réplication une fois on va arriver à la cellule d'après, quelque chose comme ça. Cette particule-là va se répliquer plus rapidement que les autres et progressivement va représenter de plus en plus de la population jusqu'au point de complètement remplacer l'ancienne population. Donc, ça, c'est la façon dont les virus évoluent en général, mais c'est la façon dont la vie évolue en général. C'est-à-dire, si on gagne des habilités ou en accumulant des mutations, on gagne des habilités, ça va nous augmenter notre probabilité de se reproduire. Les gens qui peuvent se reproduire plus vont représenter une plus grosse proportion de la génération d'après, et ainsi de suite, et ça continue. Les virus évoluent exactement de la même manière. Un virus qui n'est pas adapté à son hôte, mais qui va être capable de vivoter dans son hôte suffisamment longtemps, va rapidement accumuler des mutations. On dit qu'il va rapidement accumuler des mutations parce qu'il va s'adapter rapidement. Il y a beaucoup de marge de manœuvre. À un moment donné, il va s'optimiser en quelque sorte. Il va accumuler les mutations qu'il faut qu'il accumule pour être de plus en plus optimal par rapport à l'autre. Parce qu'il n'a pas encore fait ce travail-là. Un virus qui est avec nous depuis longtemps, il est probablement en équilibre avec nous. Donc, de un, il nous tue probablement pas. Parce que c'est quoi l'idée de tuer la personne qui va les nous transmettre? Ça sert pas à grand-chose faire ça. Donc, à quoi bon tuer l'autre? Donc, autant que possible, il va pas tuer l'autre. Il va échapper à notre système immunitaire, autant que possible. Donc, des fois, ça peut vouloir dire faire des protéines un peu différentes de manière à pas permettre aux anticorps d'être produits, parce que les anticorps ne peuvent pas être produits contre toutes les protéines. Donc, des fois, ça veut juste dire changer un peu ces protéines de manière à ce qu'on ne puisse pas faire d'anticorps. Et donc, il va aller acquérir ces possibilités-là. Il va aussi, la question de la transmission, donc s'adapter aux récepteurs viraux, aux cellules de l'hôte, ce genre de choses-là. Donc, il va accumuler rapidement. Alors, un virus qui est avec nous depuis très longtemps, il n'y a plus de marge d'amélioration, en fait. Il s'est déjà complètement optimisé par rapport à tous ces critères-là. Un virus qui vient d'arriver, il y a tout à gagner, en fait. Chaque mutation, potentiellement, va lui donner une amélioration. Alors que le virus qui est installé en nous depuis longtemps, chaque mutation est très probablement quelque chose qui va diminuer son efficacité, pas qui va l'améliorer. Et donc, il y a beaucoup de mutations potentielles qui peuvent donner des améliorations du fitness du virus. Donc, il y a une évolution rapide au moment où il rentre à l'intérieur de la population du nouvel hôte. C'est ce qu'on a vu avec le coronavirus. Il y a eu alpha, bêta et compagnie, toutes ces variantes-là. Et à chaque fois, il y a une amélioration du fitness du virus parce que maintenant, il est beaucoup plus transmissible, en fait. Et donc, on peut espérer qu'à un moment donné, il va devenir moins létal, mais pour le moment, c'est pas vraiment, vraiment complètement le cas, de ce que je comprends. Mais potentiellement, il va devenir moins létal un peu, mais de toute façon, il y a déjà probablement un ajustement qui est par rapport au système immunitaire et à ce genre de choses-là qui est en train de se faire. Mais on peut pas vraiment prévoir comment est-ce qu'il va évoluer à l'avenir, en fait. Vu on revient sur un peu les caractéristiques fondamentales des virus, j'en profitais pour poser une question. À quoi ça sert un virus? C'est quoi sa fonction? Je l'ai un peu déjà décrit, c'est un parasite. C'est un parasite. C'est vraiment un parasite. C'est très dur de trouver quelque chose. Je sais, la bonne vieille idée comme quoi, oui, dans la nature, tout le monde a une fonction, tout le monde sert à quelque chose. Non, mais quelle est l'origine peut-être des virus? Alors ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Oh mon Dieu, il y a plein de théories là-dessus. Hein. C'est très très dur d'évaluer. Par contre, on sait que c'est avec nous depuis très 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 longtemps en fait. Par exemple, notre génome humain à nous, il y a environ 50% du génome qui c'est de la séquence virale qui s'est perdue, qui est à l'intérieur de notre génome, qui est perdue à l'intérieur du génome. On a en nous, par exemple, ce qu'on appelle des rétroéléments, qui sont des petits éléments qui, sans sortir de la cellule, qui vont jamais sortir de la cellule, qui ressemblent beaucoup à des virus en quelque sorte, qui ont la possibilité d'être transcrits en ARN, qui vont coder pour une reverse transcriptase, qui vont être reverse transcrits, qui vont se réintégrer à l'intérieur de notre génome. Et ces éléments-là sont sous contrôle parce qu'on a toute une série de contre-mesures moléculaires contre eux. Mais, bon an, mal an, on accumule encore des copies de ces éléments-là. C'est tout ce qui s'appelle
Line 1, il y a toute une série de familles de ces molécules-là qui sont sous contrôle et on suppose que, dans un premier temps, il y en a certains de ces éléments-là qui sont très semblables à des virus en termes génétiques, donc qui sont probablement soit des virus qui ont perdu l'habilité de sortir des cellules, mais qui pourraient aussi potentiellement être l'ancêtre des virus, c'est-à-dire avant qu'ils gagnent la possibilité de sortir. Donc, tu as le droit de penser ça si tu veux. Mais surtout, ils confèrent en quelque sorte un avantage parce qu'en faisant ces éléments de jumping, en fait, de sauter d'un endroit à l'autre à l'intérieur du génome, ils vont forcer à des réorganisations du génome, de notre génome. Et ce serait c'est vu comme étant potentiellement un avantage évolutif, parce que toutes les espèces qui ont des gros génomes très complexes ont des rétroéléments. Ils en ont tous, en fait. Et dans notre cas, c'est la moitié de notre génome. Donc, c'est quand même une énorme quantité d'ADN qu'on trimballe avec nous, en fait. Et donc, ça peut être vu comme étant un avantage de ce point de vue-là. Pour ce qui est des virus extracellulaires, alors là, honnêtement, la fonction, le simple fait que ça puisse exister fait en sorte que ça existe. Je pense. Mais ouais, mais c'est pas le truc du selfish gene, que le but de chaque pack d'ADN est de se répliquer, et s'il arrive à se répliquer... Ça pourrait être vu comme étant une expression extrême de ce contexte-là, en fait, ouais. Ouais. Ils arrivent à se répliquer? Ouais, ils arrivent à se répliquer, donc ils le font. Aussi bête que ça, en fait. Maintenant, à l'origine, il y a toutes sortes de théories sur l'époque où on n'avait pas d'ADN, où on était dans un monde ARN. Il y a toujours eu des virus, aussi loin qu'on regarde à l'intérieur de l'évolution. Il y a des virus qui infectent les bactéries, ça te donne une idée. Donc, il y en a vraiment une tonne. Et il y en a toujours eu, et je pense qu'il y a toutes sortes de théories là-dessus, mais pour être très honnête, je ne vais pas trop m'avancer, là. C'est un peu... Mais donc, en conclusion, ils sont là, ils ont toujours été là, mais on sait de mieux en mieux lutter contre avec les progrès de la technologie. Et on peut se faire vacciner, du coup. Oui, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et merci Simon énormément, c'était hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein d'autres sujets à discuter. Ce sera peut-être le ouais, je pense que c'était peut-être un peu dense. Non, mais qu'est-ce qu'il faut dire ça? Moi, j'ai tout compris. Ouais, bon, ben tant mieux. Bon, l'examen arrive bientôt. Oui, bien sûr. Pas trop tôt, merci s'il te plaît. beaucoup. Merci encore.